commencer, pendant que vous faites la manip, je voulais vous remercier de donner la parole à la Grande École du Numérique, que certains connaissent ici. Je vois des noms que j'ai l'habitude de voir, que ce n'est pas forcément des personnes que j'ai rencontrées, mais que je suis sur LinkedIn. Parce que les femmes dans la Grande École du Numérique ont toujours été un sujet, parce que la Grande École du Numérique, vous allez le voir, c'est avant tout a été créée pour former les personnes éloignées de l'emploi au numérique. Et les femmes, aujourd'hui, on les considère vraiment comme éloignées de l'emploi. Les chiffres le montrent. Elles sont pas... en fait, elles, de leur côté, pensent qu'elles sont pas bienvenues dans le numérique, alors que, en fait, c'est tout le contraire. Donc, c'est ça qui va... Je pense que c'est sur ça qu'on va réfléchir, que vous allez réfléchir, parce que moi, je pourrais pas rester, malheureusement, trop longtemps. Comment attirer plus de femmes dans le numérique. La Grande École du Numérique, souvent tout le monde en a entendu parler, surtout quand on est dans l'écosystème, mais comme elle porte mal son nom, c'est pas évident de savoir ce qui se cache derrière. Elle a été lancée en 2015 par le gouvernement de François Hollande, qui était alerté déjà à l'époque du fait qu'il allait avoir une pénurie de talents, alors pas que des femmes, de talents en général, dans la tech en France. Il y avait plusieurs études de la DARES, de France Stratégie, qui disaient notamment qu'en 2020, il y aurait 80 000 postes vacants dans le numérique en France. Donc, ils se sont dit que ça allait freiner la compétitivité des entreprises françaises et leur transition digitale. Donc, il fallait agir. À ce même moment, il y a en France, c'est toujours malheureusement un peu le cas, chaque année, à peu près 100 000 personnes qui sortent du système scolaire sans diplôme. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas leur bac, soit parce qu'ils commencent des études supérieures, mais ils ne vont pas au bout. Ils commencent une licence, par exemple, ils arrêtent au bout de 2 ans. Donc, sur le marché de l'emploi, ils se retrouvent inemployables. Ça revient un peu au même. Donc, il y avait cette idée aussi de former, tant qu'à faire, ces personnes éloignées de l'emploi. Donc, c'est comme ça que la Grande École est née, formée au métier du numérique, des personnes éloignées de l'emploi. Et on a élargi ça au fur et à mesure à une autre cible, qui sont les personnes en reconversion. Donc, les personnes qui sont souvent au chômage longue durée et qui ont besoin d'apprendre un nouveau métier pour rebondir. Donc, 3 cibles, les femmes, les jeunes éloignés de l'emploi et les personnes en reconversion. Donc, comment ça se passe? On a des appels à labellisation régulièrement. On a une enveloppe de l'État dans le cadre de programmes du ministère du Travail. Et on propose à toutes les structures qui le veulent de répondre à notre cahier des charges et de proposer une formation au numérique. Si on considère que dans le bassin d'emploi dans lequel elle a implanté la formation, ça a du sens parce qu'elle va permettre à des personnes, une fois formées, de trouver un emploi. On la labellise et en échange, on lui offre, si elle le souhaite, mais la plupart prennent cette subvention, une subvention d'amorçage pour se lancer. Et ensuite, elles doivent, donc ça peut être pour rechercher les locaux, pour trouver les professeurs, etc. Mais ensuite, elles doivent se pérenniser avec les aides locales. Donc, c'est vraiment pour lancer ces formations. Il y a eu 3 appels à labellisation successifs. Aujourd'hui, je passe dans les détails, vous regarderez sur le site parce que je peux en parler pendant longtemps, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un réseau de 500 formations labellisées dans toute la France et on a formé à fin 2019 28 000 personnes. On n'a que les chiffres à fin 2019 parce qu'on est en train de compiler nos chiffres 2020. Sur ces 28 000 personnes, on a à peu près 75% de sorties positives chaque année, c'est-à-dire de personnes qui, par sortie positive, on entend personnes qui trouvent un CDI, évidemment, personnes en alternance aussi longue durée dans une entreprise, et des personnes qui se mettent à leur compte, souvent freelance. Donc, en tout cas, des personnes qui sont réinsérées quelque part dans le marché du travail. Donc là, vous pouvez passer au slide suivant. Donc voilà, ça c'est pour résumer. Donc on a vraiment cette ambition économique qui est le pourquoi la Grande École du Numérique a été créée. C'est vrai, répondre aux besoins des entreprises. L'ambition territoriale, le faire partout en France et pas seulement à Paris, dans les grandes métropoles. Ceci dit, on regarde quand même les bassins d'emploi autour puisque l'idée c'est que les personnes, une fois formées, trouvent rapidement du travail. Et une ambition sociale pour favoriser, comme je le disais, ces personnes éloignées de l'emploi.
Ensuite, je crois qu'il y a un slide sur, voilà, ça c'est pour montrer qu'on forme vraiment à tous les métiers du numérique. Donc, on a fait une cartographie des métiers il y a 2 ans pour bien positionner nos formations et on a identifié 9 familles que vous avez là. On est évidemment plus présent dans les familles du développement, de l'UX design, enfin de certains métiers qui sont très demandés, même si c'est en train de changer aujourd'hui, pardon, parce qu'on a de plus en plus besoin de data analytics, par exemple, de personnes en cybersécurité, de techniciens réseau. Voilà, il y a des métiers, et ça, vous savez, ça évolue très vite dans le numérique. Là, le propre de ces formations labellisées, c'est qu'elles ne demandent pour y rentrer aucun prérequis académique. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin du bac, de quelconque diplôme. Mais ça n'empêche qu'elles sont sélectives, puisque en 2019 encore, 100 000 candidats ont postulé et seuls 20 000 ont été retenus. En fait, les personnes sont sélectionnées par des tests qui varient d'une école à l'autre, qui peuvent être comme, c'est connu pour l'école 42, la piscine, où les étudiants sont en immersion dans une espèce d'hackathon intensif, et ça existe dans d'autres formations, mais ça peut être aussi des tests en ligne de logique. Mais en tout cas, ça ne se base pas sur les diplômes, ça se base sur les compétences à l'instant T de la personne. Les formations durent 8 mois en moyenne, donc elles sont intensives. On ne peut pas suivre cette formation en parallèle d'un métier, d'un travail. Il faut vraiment être disponible 100% de son temps. Et il y a en moyenne 15 personnes par cohorte. Voilà, donc là, j'ai mis des exemples de formations qui étaient labellisées, qui, je ne sais pas si elles parleront à nos amis allemands, mais en France, elles commencent toutes à être relativement connues. Donc, évidemment, dans les organismes publics, il y a les Greta, les AFPA. Il y a des organismes de l'enseignement supérieur comme Epitech, Centrale Marseille, l'Université de Lille, de Rennes. Concernant les associations, l'école 42, c'en est une, mais il y a aussi Social Builder, le Pôle S, FAS, le CNAM. Il y a des fondations, il y a des organismes privés, évidemment. Simplon, qui est très connu en France et qui est bien déployé partout sur tous les métiers, le Wagon, qui est plus spécialisé en développement, la Web Academy, 3W Academy, Webforce 3, Pop School, pour parler des plus connus. Et Open Classroom aussi, qui est uniquement en ligne. Voilà. Donc voilà, donc là, juste quelques chiffres. Nous, aujourd'hui, on a 25% de femmes dans nos formations au numérique, sachant qu'à chaque appel à labellisation, on a un cahier des charges avec des critères à respecter. Et le critère qu'on a mis en plus comme obligatoire lors du dernier appel à labellisation, c'est d'avoir plus de 30% de femmes dans chaque session. C'est pas facile pour tout le monde, et des fois ça peut être bloquant pour ouvrir la formation, puisqu'en fait notre système de subvention qu'on a un peu adapté au fil de l'eau, en fait on verse la subvention en plusieurs soldes, et le dernier solde est notamment à l'ouverture de la formation quand on a la liste des participants. Et c'est vrai qu'il y a des formations qui ont du mal sur certains métiers techniques. Par exemple, j'en parlais hier encore, technicien fibre, les personnes qui passent dans les maisons pour installer la fibre, on le voit tous encore. On croise très rarement des filles, et c'est des métiers qui attirent peu les filles. Donc voilà, il y a des métiers qui sont plus en difficulté que d'autres pour attirer des filles. Mais on est à 25% et ça augmente, mais très faiblement chaque année. C'est-à-dire qu'on est à 24% l'année d'avant, à 23% celle d'avant. Mais bon, on espère qu'on va peut-être faire un bond en avant cette année. Donc voilà, il y a quelques chiffres que vous pourrez, je ne sais pas si je pourrais vous envoyer, on pourra vous envoyer la présentation après pour ne pas perdre trop de temps et aller directement sur notre sujet si vous voulez, puisque j'ai déjà parlé un peu de ces chiffres. Donc, les femmes dans la tech, donc c'est un fait, elles sont sous-représentées. Donc là, j'ai mis quelques chiffres. En général, dans les études, on est souvent autour de 26-27%, mais en gros, ça varie entre 25 et 30% des salariés du secteur, tous métiers confondus. Et quand on passe à des métiers très tech, comme technicien réseau, par exemple, on est plus proche des 7% en moyenne. D'après une étude de GenderScan en 2019, on observe que les femmes diplômées dans l'enseignement supérieur sont de moins en moins nombreuses dans le numérique, alors qu'elles
elles sont 57% à être dans le supérieur, il n'y en a que 25% dans les filières numériques. Selon une étude du Journal du Net, donc dans la présentation, il y a les liens, si jamais vous la recevez, aucune grande entreprise du numérique, donc là, quand on dit grande entreprise du numérique, on parle des ESN, de Capgemini, de toutes ces sociétés-là, n'emploie plus de 30% de femmes. Et dans certains cas, il y en a même seulement souvent 20%. Et on voit aussi que plus il y a des responsabilités, moins elles sont représentées. Donc si 27% c'est le nombre moyen, à des postes à des responsabilités, elles sont plus que 18%. Donc voilà, et je dis, on pourrait continuer la liste parce que des chiffres comme ça, vous en avez tous aussi ou consulté, il y en a beaucoup. Alors pourquoi cette représentation est problématique ? D'abord, pour des raisons de justice sociale et économique. C'est vrai qu'on est quand même depuis, ça fait longtemps que la société veut accorder la même place aux femmes qu'aux hommes, et notamment dans le domaine du travail. Et ça, donc, dans le numérique, on en est très loin. Pour augmenter le bien-être des collaborateurs et collaboratrices, parce qu'on se rend compte que ça se passe beaucoup mieux dans des équipes mixtes, même au niveau d'ambiance de travail, que dans des équipes avec que des femmes ou que des hommes. Que des femmes, c'est pareil, c'est pas bon non plus. Donc ça, tous les DRH s'accordent pour dire que c'est important. Pour accroître l'innovation, et ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, comme on a l'impression que c'est des mots comme ça, mais c'est très vrai. Quand on met des personnes différentes, ne serait-ce que même pas de genre, dans une pièce, il y a plus d'idées qui émergent que si on met des personnes semblables. Donc ça compte aussi. Et aussi, alors ce qui a émergé là récemment avec toutes des histoires d'intelligence artificielle et d'algorithmes, c'est qu'on se rend compte que si on ne met pas des femmes à la conception de ces algorithmes et de ces solutions, elles ne vont pas être représentatives des besoins de l'ensemble de la société. Donc ça pose aussi un problème à ce sujet. Et enfin, pour pallier la pénurie de talents, puisqu'il manque des talents, j'imagine qu'en Allemagne, c'est pareil, puisque c'est un phénomène européen, il faut, enfin occidental même, si on veut plus de personnes dans la tech, dans ces mathématiques, il faut aussi embarquer les femmes. Donc voilà, vous pouvez... donc comment faire pour changer ça? Donc j'ai mis là quelques pistes qui sont personnelles, mais aussi dont j'entends parler, j'en ai encore parlé hier, puisqu'on était à la Société Générale, on a fait un tournage on a filmé 6 femmes qui ont des postes très haut placés dans la tech pour en faire des rôles modèles et faire des petites vidéos. Et donc, on s'accorde, enfin, je leur ai parlé rapidement de cette présentation, elles étaient tout à fait d'accord. En fait, le problème de base, c'est qu'il faut changer les mentalités et que ça se passe dès le plus jeune âge, en fait, parce que les filles arrivent déjà à l'école et en sortie avant les études supérieures avec des préjugés et qui sont souvent colportés aussi par leur entourage. Parce que les parents, quand vous dites à vos parents en 3e, je veux faire technicien réseau, je pense qu'ils ne sont pas tous, ils sont en tout cas surpris et peut-être pas, qui ne soutiennent pas forcément les filles, parce que dans leur tête, c'est un métier de garçon. Donc, agir tôt dès l'école. Faire émerger des modèles féminins parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en a pas tellement. Les derniers modèles, quand on pense tech et personnes connues, on va penser à Bill Gates, à Steve Jobs, alors que dans les années 50, il y avait des femmes qui étaient à l'origine de programmes informatiques, de langage, donc c'était plus répandu, mais aujourd'hui, elles ont pas mal disparu. Même si là, ces 2 dernières années, avec les start-upeuses notamment, on essaie de révéler des femmes de la tech au grand public, mais ce n'est pas encore quelque chose de bien acquis par les générations futures, par les générations qui sont aujourd'hui en passe de faire des études supérieures. Ensuite, il faut faire connaître les métiers et les formations, parce que c'est aussi dans le numérique, on pense aussi que toutes les formations, pour les faire, il faut avoir le bac, être fort en maths, alors que tout ça, c'est faux. Il y a plein de métiers qui sont accessibles, on le voit à la grande école. Les gens qui ont un infra-bac réussissent très bien des formations de développeurs parce qu'il suffit d'être motivé, passionné, avoir effectivement une certaine logique, mais c'est pas... Ils peuvent se révéler pendant la formation alors qu'ils n'étaient pas
scolairement bon, parce qu'aussi, dans la grande école du numérique, les méthodes d'apprentissage sont un peu aussi innovantes et pas forcément très scolaires. Et c'est peut-être ça aussi qui les aide à se révéler. Il faut donner la possibilité de tester parce que tout ça, on peut montrer des rôles modèles, expliquer les métiers, mais je pense que le mieux, c'est souvent quand on fait soi-même. Donc, il y a des associations pour ça, comme IT for Girls, comme quand Simplon fait son programme Hackeuse, qui permettent aux personnes de mettre les mains un peu dans la tech et de voir déjà de voir si ça leur plaît ou pas. Et souvent, elles ont des révélations parce que elles voient davantage concrètement ce que c'était. Donc, ça veut dire aussi qu'à l'école, il faut peut-être plus de cours d'informatique pour tous. Et ensuite, mettre en place des cadres de travail bienveillants. Donc ça, je l'ai appris, je crois qu'on va en parler après parce qu'on a lancé un MOOC il y a 10 jours, Propulser les femmes dans le numérique, destiné à nos formations. Mais pas que nos formations, à toutes les formations, parce qu'on se rend compte que c'est une chose d'attirer les femmes dans le numérique, mais c'en est une autre de les garder, parce qu'une fois qu'elles arrivent dans la formation, souvent elles sont en minorité, et l'ambiance n'est pas forcément bienveillante. C'est des blagues sur les filles, c'est un environnement qui parfois est compliqué. Donc, voilà, moi, ce que j'ai identifié pour ma part, mais dont on pourrait discuter. Et donc, ce MOOC, Propulser les femmes du numérique, que tout le monde peut suivre parce qu'il donne des idées pour mieux communiquer avec les femmes et pour les faire venir dans le numérique et qu'elles y restent. Donc, il peut s'adresser aussi à des managers de services IT. Il a été soutenu par Elisabeth Moreno, qui est la ministre de l'Égalité Hommes-Femmes. Et donc, l'idée, c'est à toutes les étapes de la formation, penser, avoir des bonnes pratiques à mettre en place rapidement. Il se veut très concret pour, on espère, attirer plus de femmes dans les formations et dans les entreprises. Donc, voilà, pour l'instant, ce que je peux partager avec vous. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas encore une fois, vous pouvez poser vos questions ou vos remarques via le chat. Moi, j'ai plusieurs questions. La première, alors, je vais être un petit peu volontairement provocateur pour faire avancer un petit peu les débats. On n'en est encore qu'à 25%. Est-ce qu'on est en train d'échouer finalement, selon vous ? En plus, on en est à 25%. Mais il y en avait un peu plus il y a quelques années. Enfin, ça dépend après de toutes les études, mais je crois que c'est dans l'étude GenderScan que ça a baissé. Donc, c'est même pas en progression souvent. Donc, ça, c'est un peu… oui, donc ça, c'est vraiment un échec. Mais je pense que comme c'est vraiment un changement de mentalité qui s'est instauré dans les années 70 avec la micro-informatique, je ne sais pas si pour ceux qui me suivent sur… les réseaux sociaux, sur LinkedIn, j'ai posté une pub Apple dans les années 70 pour le premier, ou l'Apple II, où on voit en photo l'homme travailler sur l'Apple et derrière la femme en train de préparer à manger. Donc, dans les années 70 et dans la communication a été très, très macho et a vraiment relégué les femmes à leur rôle de femme au foyer. Ensuite, c'est aussi une mentalité française, c'est que dans toutes les sociétés, pas que dans le numérique, les femmes font des métiers de femmes en Occident et pas des métiers d'hommes. Vous avez par exemple en Israël, il y a des très bons taux de femmes dans le numérique, mais il y a aussi des femmes qui font l'armée, c'est bien vu. Enfin, c'est toute une mentalité à changer, donc c'est compliqué et qui n'a pas aidé par cette communication des années 70 qui était finalement orientée vers les hommes. Après, on manque, comme je le disais, de rôle modèle, de personnes qui inspirent les filles. Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment de très fortes, dans le… Mais c'est quand même surprenant dans le sens où, je mets des guillemets bien sûr, mais je peux comprendre plus facilement qu'il y ait des problèmes de mixité de genre dans certains secteurs comme l'industrie, par exemple, parce que ce sont des secteurs qui ont plusieurs décennies, voire plusieurs siècles de fonctionnement, où effectivement, à cette époque-là, il y avait un clivage assez fort entre les hommes et les femmes. Là, on est quand même sur des métiers relativement récents et on traîne encore ces
ces freins culturels. Enfin, comment vous expliquez ça? Oui, parce qu'aussi, je pense que c'est justement cette histoire de quand on a préparé le MOOC avec Social Builder, elles ont vraiment, parce que Social Builder accompagne des femmes dans le numérique depuis quelques années. Elles en ont accompagné 40 000 donc, dans leur formation. Donc, elles n'ont que des femmes dans leur formation. Donc, elles voient très bien. Et souvent, c'est des femmes qu'elles récupèrent et qui ont déjà essayé de faire du numérique ailleurs. Et en fait, il y a vraiment cette partie qu'on oublie. Donc, on se dit, il faut les attirer. C'est cette partie dont je parlais tout à l'heure, les garder. C'est-à-dire, les environnements sont aujourd'hui, comme ils sont encore très masculins, elles se sentent pas à l'aise. Et je pense qu'à leurs copines, quand vous êtes la seule fille dans un BTS d'informatique avec 30 garçons, eh ben vous entendez, enfin même si c'est pas volontaire de la part des garçons, mais c'est des blagues de garçons. Vous n'êtes pas hyper à l'aise, quoi. C'est pas, donc je pense pas qu'elles disent à leurs copines c'est super et que ça colporte une image. Donc il y a vraiment ce travail, je pense, à faire. Dont on se rend compte maintenant que puisqu'on les attire, elles arrivent, mais elles sont pas à l'aise. Je pense qu'il y a ce travail à faire de mieux les accueillir. Donc, comment, je sais pas, mais on va interroger d'ailleurs Sophie Vigier bientôt, parce que la directrice de l'école 42, dans les piscines, en fait, il y avait très peu de filles. Et elle a changé des règles, elle a séparé des filles des garçons, même si c'est pas, on aura envie que tout le monde soit ensemble et on pense que c'est plutôt ça la mixité, mais peut-être qu'il y a des moments où il faut faire les choses différemment. Parce que quand vous êtes en immersion avec que des garçons, enfin 80% de garçons pendant 3 jours, 3 nuits, c'est pareil, il y a des comportements de garçons qui gênent les filles, donc c'est pas facile. Donc il y a, je pense, cette idée de, une fois qu'elles sont dans le numérique, comment on fait pour qu'elles se sentent bien, qui est aussi à prendre en compte et dont on a pris conscience un peu plus tard peut-être. Oui, alors justement, j'avais vu effectivement des études passées où il y avait des rapports assez critiques sur la mixité, notamment dans les formations. Et il tentait à montrer que lorsqu'on avait ouvert, en fait, lorsqu'il y a eu la règle de la mixité qui s'est imposée, notamment en France, dans les années 70-80 pour toutes les formations, on s'est rendu compte qu'au lieu de développer la mixité, ça avait plutôt eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu un clivage plus fort. Est-ce que du coup, la solution, ce serait pas de proposer des formations 100% pour les filles, pour les femmes? Ça se fait aussi, mais l'idéal, c'est si on commence à refaire des clivages là, parce qu'une fois qu'elles vont être formées, elles vont arriver dans l'entreprise avec des hommes. Donc, l'idéal, ça serait quand même d'essayer de trouver des solutions où ils soient ensemble et trouver ce qui ne va pas et agir sur les petits tips pour que ça se passe bien ensemble dès maintenant. Mais c'est vrai que c'est des choses qui existent. Simplement on le fait. Je ne sais pas si Nuno Alfonso peut en parler. Mais oui, ça, c'est dans l'idéal, ce serait quand même d'essayer de remédier à ça. Et de pas, c'est vrai que reséparer, allez, c'est comme à l'époque de l'école avec des filles et des garçons. On est quand même arrivé à les faire tous travailler ensemble et à l'école, ça se passe bien. Il faudrait qu'à l'école du numérique, ça se passe bien aussi. Donc, aussi coachant les garçons, quoi, leur expliquant. C'est ce qu'elle fait. Alors, j'ai posté sur Internet pour faire un peu de teasing pour le MOOC. Alors, c'est vrai que c'était très caricatural, une photo d'une fille blonde qui, on lui dit, elle appelle sûrement son service de maintenance, et on lui dit, il faut mettre la souris en haut à gauche, et elle tend la souris comme ça en haut à gauche de sa pièce. Et donc, il y a une personne qui m'a répondu, c'est vraiment restrictif de dire, mais en fait, c'était pour faire du teasing et de dire, voilà, une blague par jour, ça va, mais 10 blagues tous les jours, c'est beaucoup, parce que c'est vraiment du vécu. Et donc, je lui ai répondu, il a enlevé son commentaire, je lui disais, détrompez-vous, c'est ce que disent les filles, quoi. C'est que ça se passe vraiment comme ça. C'est que, mais pas forcément parce que les garçons font exprès, c'est parce qu'ils sont entre eux, ils se marrent, et voilà. Et donc, je pense que ça passe aussi par briefer les garçons, les hommes, et leur dire stop, arrêtez, c'est pas bien. Et je pense qu'ils sont ils peuvent très bien comprendre parce qu'ils le font pas forcément en connaissance de cause, mais il y a une attitude à changer de leur part aussi. Et j'ai une anecdote d'hier, vous saviez, j'ai dit dans quelle société j'étais, mais vous avez peut-être oublié, comme ça je ne cite pas le patron, mais un des patrons du CAC 40, qui leur a dit, et moi, vous savez, je vais chercher mes enfants une fois par semaine à l'école. En montrant ça comme un truc, attendez, moi je fais
d'accord, une fois par semaine, mais il y a 4 autres soirs, et qui va aller chercher les 4 autres soirs, qui s'en occupe? C'est peut-être sa femme. Donc, c'est bien. Ils n'ont pas, en fait, on se dit, en fait, comme elle me disait hier, les privilèges sont invisibles pour ceux qui les ont. C'est-à-dire, les hommes sont privilégiés, mais ils ne voient pas forcément, ils sont pas, c'est normal, enfin, c'est quelque chose d'humain. Donc, ils ne se rendent pas souvent, je pense, assez compte de la souffrance des femmes, c'est pas quelque chose qui est acquis. Donc, il n'y a pas beaucoup de mesures aujourd'hui qui sont mises en place. Mais c'est en train de changer. Hein. Mais je ne pense pas qu'on puisse changer une société, parce que c'est un problème de société, en 2 ans, en 2-3 ans, là, depuis que vraiment les associations s'en sont emparées. C'est quand même assez récent. Donc voilà, okay. Espérons que ça va... Il y a plusieurs combats dans le combat, si je puis dire. Enfin, là aussi, j'aimerais avoir votre point de vue. C'est-à-dire qu'on a d'abord un problème, effectivement, de mixité de genre entre les garçons et les filles pour l'accès au numérique en général. Mais on voit aussi qu'il y a des problèmes d'égalité ou de mixité lorsqu'on comprend métier par métier. C'est-à-dire que la communication numérique, on reste sur des choses assez équilibrées. Par contre, dès que ça rentre un peu plus dans la technique, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, vous me corrigerez si je me trompe, et plus on a effectivement des garçons et des filles, donc ça, c'est, on va dire, un problème dans le problème. Et un autre problème à un autre niveau, c'est aussi en termes justement de progression professionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on monte les étages, si je puis dire, dans la hiérarchie, là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un problème de mixité de genre d'un point de vue métier, et également d'un point de vue, on va dire, progression professionnelle. Donc, il y a plusieurs combats finalement. Ouais. Mais après, c'est effectivement, après la progression professionnelle, c'est aussi la mentalité des patrons aujourd'hui, des personnes qui sont finalement d'une autre génération et qui n'ont pas, je vous dis, c'est réaliser cette fracture entre hommes et femmes dans ce secteur, et qui fonctionne toujours sur un ancien modèle, parce que il y a des pays, et alors j'ai pas les chiffres, j'ai pas eu le temps parce que j'en ai parlé hier avec ces personnes de la Société Générale, elles qui ont des fonctions haut placées, et qui voient que, en fait, dans les pays apparemment asiatiques, il y a beaucoup de femmes avec des fonctions de direction dans la tech. C'est complètement monnaie courante, et il n'y a pas par rapport à la France, ça n'a rien à voir. C'est comme, de toute façon, ça après, c'est un problème général à la société, pas que numérique. Hein. Quand vous voyez que dans le CAC 40, je crois qu'aujourd'hui, alors je ne sais plus s'il y en a 2 ou une maintenant, je crois qu'il n'y en a plus qu'une, mais bon, s'il y en a 2, c'est bien le maximum, patronne d'une entreprise du CAC 40 en France. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a un moment, les femmes atteignent un plafond de verre, mais... Et qui est encore vrai pour ce métier, malgré le fait que ce soit relativement, encore une fois, comme je disais, neuf, et on aurait pu s'attendre à ne pas retomber dans les mêmes travers que d'autres secteurs. Il y a beaucoup de questions sur le chat sur la notion de quota. C'est quoi votre point de vue? Parce que effectivement, parfois, on a le sentiment que ça pourrait être une solution, c'est-à-dire, et vous le faites un petit peu, hein, si j'ai bien compris, puisque vous conditionnez certaines de vos subventions à la possibilité qu'il y ait 30% de femmes. Est-ce que ça, c'est une solution pour vous? Parce que certaines personnes pourraient dire, mais les quotas, finalement, c'est inégalitaire pour les hommes. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais en fait, c'est le seul moyen, quand on a tout essayé, de toute façon, c'est la seule chose qui marche. On le voit bien avec l'indice Gender Scan aussi dans les entreprises, justement dans les grosses entreprises, l'indice égalité homme-femme. Il y en a un nouveau d'ailleurs que Isabelle Moreno va mettre en place. Ça fait réfléchir tout le monde, et ça permet aux femmes d'émerger. Et malheureusement, c'est dommage de contraindre ça. Je suis d'accord, c'est pas parfait, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution, puisque sans quota, ça marche pas. Donc c'est pas idéal, mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autres solutions. Oui, Alexandre Desrousseaux nous rappelle d'ailleurs dans le chat que c'est quelque chose qui a été fait au niveau des hommes politiques en France, notamment au niveau du Parlement et des députés, voilà. des listes électorales, etc. Et c'est vrai que,
peut-être Alexandre aura un point de vue différent, mais il semble que ça soit plutôt intéressant en termes de résultats. On voit Ben, c'est ça, c'est la seule chose qui a des résultats. Après, c'est pas satisfaisant sur le plan moral et sur le plan éthique, parce que normalement, vous avez un pool d'individus et vous prenez les meilleurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Dans l'idée, c'est ça. Mais comme souvent les femmes sont pas choisies pour des fausses raisons qui sont pas des raisons inhérentes à leur capacité, mais des fois ça peut être parce qu'elles ont 4 enfants, enfin peut-être pas au niveau politique, mais dans les entreprises. Moi j'ai encore passé un entretien il y a 2-3 ans, on m'a demandé combien j'avais d'enfants, si je m'en occupais, s'ils étaient autonomes. Dans l'entretien, un président en plus d'un cabinet de chasseurs de tête connu. Donc voilà, donc c'est pas encore résolu spontanément, donc on est bien obligé de trouver, je sais pas, ça m'intéresserait d'avoir l'avis de Monsieur Durosso justement à ce sujet, mais il interviendra tout à l'heure, on l'interrogera là-dessus. Ouais. Jimmy, on avait une question aussi de Nuno Afonso, savoir si effectivement il y aurait une nouvelle vague de labellisation la grande école du numérique, voilà. On travaille dessus depuis 1 an, c'est compliqué. Je peux pas trop en parler, mais ça avance, ça devrait avancer d'ici la fin de la semaine. Il y a des problématiques que je peux pas évoquer, mais oui, il y aura des, en tout cas, c'est un souhait du gouvernement depuis plus d'1 an, et après il y a des problèmes de mise en œuvre à la fois juridique, technique. Donc, ça va, j'espère, je croise les doigts, il y a une réunion le 28 janvier, donc c'est cette semaine. C'est bientôt, effectivement. Plus, mais c'est vrai que ça traîne, et c'est aussi difficile pour nous que pour, toutes les formations sont aux aguets, et pour nous de ne pas pouvoir avancer et labelliser des formations sur des métiers, comme ça va tellement vite. Là, il faut vraiment qu'on travaille sur des nouveaux métiers qui sont peu représentés dans notre offre de formation aujourd'hui. Okay. Mais ça avance, mais je ne peux pas donner de date encore. Espérons aller en mars que ça aura avancé. Mais ça ne dépend pas de nous, malheureusement. Bien sûr, oui. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marie-Pierre Lartigue. On va laisser la parole maintenant. Peut-être maintenant, il y a une question en fait côté allemand. C'est comment faire en sorte que les femmes fréquentent les universités plus facilement. Et ensuite, on a eu une petite précision en fait d'Alexandre Desrousseaux qui nous dit qu'en effet, en attendant la vague Gen 4, attendons en fait le PRF nouvelle génération, le PRF 4. Mais peut-être si on pouvait répondre à la question en fait des Allemands. Alors, pour les universités, je ne sais pas, je pense que c'est le même problème, mais je sais pas s'il y a quelqu'un dans le parterre d'experts qui est mieux. Moi, j'ai jamais réfléchi à la question des universités, puisque nous, on est vraiment sur ces formations pour les publics éloignés de l'emploi, mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Hein. C'est pas des métiers qui attirent, c'est pas des métiers dont on parle aux filles dans le secondaire, donc c'est pas des métiers vers lesquels elles se tournent spontanément. C'est toujours le problème de l'école, hein, on le sait, hein, c'est vraiment, il faut commencer à parler de ces métiers à la maternelle, en primaire, apprendre à coder en primaire, que ça rentre dans les mœurs à l'école pour que ça soit après un choix possible au niveau universitaire. Ça se fait bien avant. Donc, je pense que c'est toujours la même chose. Et ça, je sais pas si ça avance beaucoup, parce que moi, j'ai une fille qui est encore en 4e, je ne pense pas qu'elle ait déjà fait, elle n'a jamais fait de cours de code ou d'initiation à l'informatique. Elle n'a pas de cours d'informatique. Elle a 14 ans, elle n'a jamais fait de cours. Donc, il y a vraiment un problème dans les problèmes scolaires. Alors, je crois qu'après, dans le nouveau bac en France, on peut choisir des options informatiques, mais on est encore, je pense, en retard au niveau de l'éducation nationale sur les programmes pour mettre en valeur ces matières. Moi, j'ai une question. Comme vous avez travaillé notamment avec le MOOC sur la formation dans le domaine numérique pour les filles, est-ce que d'un point de vue pédagogique, vous sentez des différences d'approche justement entre ce qu'on pourrait faire pour les
pour les garçons, pour les filles, ou est-ce que finalement, c'est pas là que ça se joue, c'est-à-dire que c'est pas tellement utile de réfléchir à une approche féminine de la pédagogie? Non, j'ai pas l'impression que ça soit là que ça se joue. Par contre, il y a juste un petit truc. C'est pour sélectionner les filles dans les formations. C'est que souvent, elles échouent davantage aux tests d'entrée parce qu'elles connaissent pas les tests d'entrée sont déjà faits en langage très geek. Et on le sait, les garçons jouent plus aux jeux vidéo que les filles, donc ils connaissent déjà ce langage. Et des fois, on remarque qu'elles échouent parce que les tests sont faits pour des personnes qui connaissent déjà, alors que l'idée, c'est de les faire rentrer. Donc, il faut, dans ces tests, penser à que les personnes n'ont pas forcément le vocabulaire, et c'est pas grave, c'est quelque chose qui peut s'acquérir très vite. Donc, il y a, à part cette histoire que j'ai retenue de test d'entrée, j'ai pas l'impression que la pédagogie change vraiment, mais là, il faudrait peut-être parler à des personnes qui travaillent dans les formations. C'est plus l'environnement, l'accompagnement autour de la pédagogie en elle-même, quoi. D'accord, très bien.